Bon, on a parlé économie, maintenant on va parler d'un sujet un peu plus sérieux quand même. Non, parce que c'est drôle, ça amuse certaines personnes, mais bon, si on n'a pas d'énergie pour faire fonctionner tout ça, on aura beau pondre des lois, ça va pas changer quoi que ce soit. D'ailleurs, je précise que c'est pas par une loi à l'Assemblée nationale qu'on va pouvoir changer la deuxième loi de la thermodynamique, hein, comme il y en a certains qui aimeraient le faire, ou en changeant les rendements et tout ça, créer de l'énergie de nulle part, enfin bref. Vous savez que depuis 2008, l'humanité n'arrive à extraire de notre croûte terrestre que de moins en moins de pétrole sous terre. Depuis 2008, la production de pétrole, on va dire de bonne qualité, je préciserai plus tard, ne fait que décroître. Ça n'a pas l'air de vous émouvoir plus que ça. Hein. En plus, pour nous rassurer, l'Agence internationale de l'énergie nous précise que l'extraction de pétrole qu'on dit non conventionnel, donc celui de bonne qualité, il dit conventionnel, celui qui est un peu plus chiant à extraire, c'est non conventionnel, lui, il va commencer à décroître à partir de 2025. Donc demain, en fait. Et puis le gaz conventionnel, c'est à peu près à partir de 2030, nous dit les études du Shift Project. Voilà. Et je tiens quand même à préciser qu'en France, le pétrole et le gaz, c'est alors 40% et 20% respectivement de l'approvisionnement énergétique de notre pays. Ce qu'on consomme, ce qui fait tourner les machines, ce qui fait nous transporter, voilà, tout ça. Donc c'est très, très réjouissant. Mais tout ça quand même, vu que la décroissance commence depuis 2008, hein, et la France, jusqu'à preuve du contraire, ne produit quasiment pas de pétrole et quasiment pas de gaz, donc on ne fait que l'importer, on est un peu les dindons de la farce, parce que dès que ça commence à décroître, les pays exportateurs, ils vont privilégier évidemment leur marché national, et puis ils vont exporter moins, même s'ils risquent de se retrouver un peu dans la panade, parce qu'ils vont récolter moins d'argent aussi, donc ça risque de poser problème pour eux quand même. Mais du coup, peut-être qu'on commence à sentir par là pourquoi depuis 2008 et même avant, on a une sensation de lente érosion de notre confort de vie au fur et à mesure. Bizarrement, on a une augmentation du chômage de plus en plus, on n'arrive pas à régler plein de problèmes qu'on a au niveau économique. Euh, bon, moi, je l'analyse quand même de cette conjoncture un peu énergétique. Puis on peut remonter plus loin dans le temps et on peut quand même faire plein d'analyses sur l'évolution de la consommation énergétique française et mettre ça en parallèle avec les conditions de vie, l'évolution des conditions de vie et du confort de vie, même s'il n'y a pas d'indicateur en soi, ça se ressent quand même en général. On peut croiser ça avec différents indicateurs qui sont le taux de pauvreté, le niveau de chômage, même la croissance du PIB, même si je préfère moi parler de croissance de valeur ajoutée, puisque c'est plus corrélé à la physique réelle. Il n'y a pas tout ce qui est financier et tout à l'intérieur, ce qui biaise un peu les chiffres. Donc au final, on va se retrouver quand même dans une situation assez difficile, pour pas vous déprimer, hein, et on va devoir faire face et prendre des décisions pour essayer de limiter les dégâts, mais des décisions qu'il aurait fallu quand même prendre un peu à l'avance, si on voulait éviter les désagréments qu'on a aujourd'hui. Et quand je raconte tout ça, ça me fait forcément me rappeler que, mine de rien, il n'y a pas si longtemps, quand j'avais 18 ans, donc ça fait quand même 8 ans maintenant, je pensais pas du tout comme ça en fait. J'étais vraiment à fond dans cette vision du monde très, très positive, très tournée vers l'innovation, genre on va vivre jusqu'à 1000 ans. Voilà, c'est ce genre de personnes qui disaient ça. Non, j'étais vraiment dans ce mindset pour utiliser un anglicisme, même si je déteste ça en théorie. Et pour autant, ça m'empêche pas d'aujourd'hui d'avoir cette vision-là du monde, parce que, entre-temps, j'ai évolué. Tout le monde peut évoluer, mine de rien. Donc rien n'est désespéré. Hein. S'il y a aujourd'hui des gens qui pensent pas comme vous, dites-vous quand même, ils peuvent découvrir la lumière un jour et puis s'apercevoir de la vérité. Non, enfin, y a pas sur ce point-là, c'est plus difficile. Mais dire ça coûte rien d'essayer d'informer, parce que on peut toujours changer d'avis. Et vous vous rendez bien compte que quand j'avais cette vision-là des choses et que ça a commencé à switcher,
la chute fut quand même assez terrible. Hein. Quand on passe d'un monde idéal où il n'y a aucune limite, on va toujours pouvoir aller plus loin dans notre confort grâce à l'innovation, etc. Et qu'on s'aperçoit que finalement il y a quand même des limites, des frontières sur cette planète, des choses que l'humanité ne peut pas régler d'un coup de baguette magique ou par le droit. Et ben, on s'aperçoit que finalement les choses sont plus compliquées et ça risque d'être un peu plus douloureux pour la suite. Alors ça aurait pu très bien être l'inverse, hein. On aurait pu se dire on a encore d'énergie à disposition, on a beaucoup de choses à faire, mais malheureusement on s'aperçoit que c'est pas exactement le cas quand même. Je vous tease hein, depuis le début là, mais je vous prépare un peu mentalement à ce qui va arriver. Euh, pour continuer à parler de ma vie, d'ailleurs, parce qu'on est entre nous, hein, et puis ça fait une séance de psy gratuite, accessoirement, donc c'est pas plus mal. Ça s'est passé lors de mon stage de deuxième année d'école d'ingénieur, stage de 3 mois que j'ai passé en Argentine. Donc déjà, il y avait changement d'environnement, barrière de la langue, ce qui fait que c'est déjà plus compliqué d'aller vers les autres. Donc la solution de facilité, et j'avoue l'avoir totalement empruntée, c'est de on va dire, se recroqueviller un peu et de passer ses soirées sur YouTube à écouter des conférences et des interviews. Alors au début, je regardais plutôt des choses qui me confortaient dans ce que je pensais, donc pour pas les citer, Laurent Alexandre, même Emmanuel Macron, sa façon de penser. Et puis au fur et à mesure, oui, personne n'est parfait. Hein. On peut le devenir par contre. Au fur et à mesure de mon cheminement et de mes recherches, notamment sur la problématique énergétique, parce que je faisais quand même une formation d'ingénieur en génie énergétique et nucléaire, donc ça m'intéressait déjà. Au fur et à mesure, je suis tombé sur des intervenants plus exotiques vis-à-vis de ce que je pensais d'ordinaire. Donc le premier, ça a été Pablo Servigne, d'ailleurs, un collapsologue, il a quand même eu le mérite de piquer ma curiosité. Après, il a une approche qui n'est, à mon avis, pas trop rationnelle, pas assez rationnelle pour moi, en tout cas. Donc, il m'a pas convaincu, mais m'a piqué ma curiosité, notamment quand il introduisait le modèle World 3. Donc c'est un modèle de dynamique des systèmes qui a été fait en 72 par une équipe commandée par le club de Rome qui a commandé au MIT de faire des simulations avec les premiers ordinateurs. Et quand on voit les conclusions des simulations, on a de quoi un peu s'inquiéter. Bon, ça reste des modèles, hein, évidemment, ça dépend des hypothèses qu'on met en entrée. Mais sachant qu'ils ont mis quand même plusieurs panels d'hypothèses et qu'il y en a certaines, quand on recouple avec la réalité depuis 72, on voit quelle trajectoire dans laquelle on se dirige, c'est pas très très rassurant. C'est-à-dire que c'est plutôt une trajectoire qui nous amène vers un effondrement de la population humaine, de notre confort de vie, tout ce qui va avec à partir des années 2025-2030. Ça peut aller un peu plus loin, évidemment, mais vu la trajectoire qu'on est en train de prendre, faut pas s'attendre à une stabilisation du système, comme on dit en physique. Et généralement, quand ça part en exponentielle, c'est rare que le système arrive à se stabiliser tout seul. Mais donc ça, c'est quand même un choc, quoi. Je veux dire, j'ai fait quand même une phase un peu de plusieurs petites dépressions pour essayer de... C'est la courbe du déni, hein, classiquement. C'est vraiment... pardon, pas du déni, mais du deuil. Hein, c'est une forme de deuil. On perd quelque chose, une croyance, c'est littéralement une croyance, hein, un rêve qu'on avait, pour retomber les pieds sur terre et revenir à la réalité des choses. Et c'est pas forcément douloureux, mais ça a au moins un mérite. Et c'est pour ça que je m'attache à vouloir... diffuser cette information-là aux autres et vouloir vous en parler aujourd'hui, ça a quand même le mérite que quand on est conscient de tout ça, de tout ce qui risque, enfin ce qui peut nous arriver, de comment peut fonctionner le monde, je dis pas tout comprendre, hein, mais au moins en premier ordre, donc grosse maille, comment peut fonctionner le monde, quand on subit les événements qu'on peut subir aujourd'hui, qui sont très désagréables, de multiples pénuries, eh ben, ça nous permet de les accepter beaucoup plus facilement parce qu'on comprend d'où ça vient et potentiellement on est capable de trouver des solutions pour régler le problème à la racine, pour traiter la maladie et pas juste pour mettre des pansements sur une jambe de bois et traiter les symptômes en distribuant des chèques. Ça permet d'aller plus loin et on n'est pas perdu, on n'a pas l'impression de subir la situation. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis là notamment pour essayer de vous transmettre ce que j'ai acquis comme vision du monde grâce à multiples écoutes, conférences, même mes cours en école d'ingénieur m'ont servi à ça, et de pouvoir vous faire comprendre cette situation, ce fonctionnement du monde, et au travers du prisme de l'énergie, du coup. Parce que l'énergie, c'est quelque chose d'essentiel pour tout, en fait. Littéralement. C'est la pierre angulaire à la réalisation des activités qui ont pour objectif
les activités humaines que nous réalisons, qui ont pour premier objectif de satisfaire nos besoins. Tout type de besoins. Qu'il s'agisse de se déplacer, de déplacer des objets, de se chauffer, de fabriquer des vêtements, de construire des bâtiments, de se soigner, de donner des conférences d'ailleurs, tout nécessite de l'énergie, et tout est permis grâce à l'énergie. Et pour nous permettre de mieux nous rendre compte de cela, je vous propose un premier exercice qui ne vaut pas démonstration, mais ça permet de donner quand même une première indication, c'est celui, vous en avez peut-être déjà entendu parler, parce qu'il est assez connu, de l'esclave énergétique. Donc en fait, il s'agit simplement de ramener la quantité d'énergie qu'on consomme collectivement dans une zone donnée, donc en France par exemple, donc on consomme une certaine quantité d'énergie finale, 1770 TWh à peu près, en tout cas en 2021, et de ramener ça à ce que permet notre corps comme dépense d'énergie, enfin comme ce que permet notre corps donc, comme fourniture d'énergie pour les mettre en parallèle. Et donc si on considère un être humain, un esclave énergétique, qui pédale pendant 10 heures par jour sur un vélo pendant à peu près 260 jours par an, on n'est pas des monstres, on lui permet de faire des pauses quand même. En tout cas pour la France, ça nous permet de nous rendre compte que en moyenne, il y a des disparités, mais en moyenne, on a chacun à disposition à peu près 110 esclaves qui sont là, toujours à notre service, pour pédaler, ils se relayent évidemment, mais pour pédaler pendant 10 heures par jour pour satisfaire nos besoins. Tout ce qu'on consomme, tout ce qu'on utilise, j'ai pas même pris en compte les importations dans ça, donc les transports, les biens qu'on achète, etc. 110 personnes. Ça quand même commence à nous faire rendre compte de l'importance de l'énergie et à quel point on en est dépendant. C'est-à-dire que demain, si jamais on a de moins en moins d'énergie jusqu'à ne plus quasiment en avoir, en tout cas de l'énergie qui est permise grâce à des machines, on va pouvoir remplacer qu'un seul des esclaves, pas 110. Donc notre confort de vie va quand même en prendre une sacrée claque. Mais c'est un exercice de pensée, évidemment, j'appelle pas à revenir à l'esclavage, et on va pas perdre tout ça du jour au lendemain. Mais c'est quand même un moyen déjà de nous permettre de nous rendre compte de l'importance de l'énergie dans nos sociétés. Pour aller plus loin, parce que c'était pas une démonstration, et pour essayer de mieux comprendre le mécanisme sous-jacent qui nous permet de rendre notre monde dynamique et de satisfaire nos besoins, je vais devoir aller plus loin dans la technique évidemment, et d'introduire plusieurs concepts pour que l'on puisse y voir plus clair. Parce qu'au fond, comme je l'écris dans mon livre d'ailleurs, moins d'énergie par personne, c'est moins de nourriture transportée pour alimenter les métropoles, moins de production de biens dans les usines, moins de chauffage l'hiver, moins de services, moins de soins, moins de protection, moins d'éducation, moins de bâtiments construits, moins de voyages, moins de loisirs, moins de temps libre surtout. C'est moins de confort de vie. D'ailleurs, ça va un peu en contradiction, je me permets cette petite remarque, c'est peut-être une piste de réflexion, mais ça va un petit peu en contradiction sur la baisse d'approvisionnement énergétique avec certaines propositions qui voudraient qu'on baisse le temps de travail dans le pays. D'où vient alors que ce qu'on consomme en fait, sachant qu'on a moins d'énergie, c'est qu'on accepte en fait d'importer davantage de choses des autres pays. Bon, c'est une petite parenthèse, à mon avis c'est une piste de réflexion intéressante de personnes qui n'ont pas forcément compris comment le système pouvait fonctionner. Et si on décide de réindustrialiser véritablement la France, je pense que c'est pas trop compatible. Bref, donc la situation dans laquelle on est en France aujourd'hui et depuis quelques années, donc augmentation du chômage, réduction du niveau de vie, une érosion lente mais perceptible de notre confort de vie, faut quand même essayer de l'expliquer de façon, structurelle, pas juste dire on a eu un Covid, on a eu une crise financière, on a eu des explications conjoncturelles. Non, il y a vraiment une explication structurelle qui nous permet de comprendre tout ça. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer par un raisonnement anthropocentré. Nous avons, en tant qu'êtres humains, tous des besoins à satisfaire. Je me répète un peu, mais bon, enseigner c'est répéter, donc c'est pour que ça rentre quand même, cette notion-là.
Certains besoins sont plus essentiels que d'autres, évidemment, mais ça reste des besoins, et même s'il y a une différente hiérarchie, certains besoins, si on les rogne, ça va pas trop nous embêter. Si on arrête de se nourrir, demain, on risque de le sentir quand même. Pendant 3 jours, et puis après, non, on le sentira plus, mais on risque de le sentir quand même. Pour satisfaire ces besoins, on a besoin de réaliser des activités, ce que j'ai appelé des activités humaines. Tout type d'activités, hein, ça peut être des activités qui servent à satisfaire un besoin de façon directe ou indirecte, évidemment. Hein. Ça peut aller de cueillir des pommes, aller ramasser des champignons, ou pédaler sur un vélo, hein, ou vraiment, on va prendre quelque chose de très large, toutes les activités humaines. Toutes ces activités humaines, pour être réalisées, elles ont besoin d'énergie. Elles ont besoin d'énergie, et l'énergie au sens physique du terme, hein, c'est-à-dire ce qui permet la transformation de l'environnement. C'est ça la définition physique de l'énergie. Je cherche la façon la plus stratégique, on va dire, pour faire comprendre ce que j'ai envie de faire comprendre. Allez, je vais attaquer sur les formes d'énergie, ce sera plus simple. On a différentes formes d'énergie, hein, dans ce monde. Je vais faire un topo rapide. On a les formes électriques, radiatives, thermiques, chimiques. Je vais donner des exemples après, hein, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'énergie ne se crée pas. Hein. Elle ne provient pas de nulle part, elle se convertit d'une forme en une autre. C'est-à-dire que naturellement, nous avons à disposition des formes d'énergie. Donc radiative, c'est le soleil. Chimique, ça peut être les aliments que l'on mange, par exemple. L'énergie est contenue sous forme chimique à l'intérieur. Nucléaire, donc ça c'est l'énergie de liaison intra-atomique entre les nucléons. On les a naturellement à disposition, mais on ne peut pas les exploiter comme tels pour satisfaire nos besoins. On a besoin de les convertir, de changer leur forme pour arriver à une forme qui nous est utile. Donc, par exemple, si on a envie de se chauffer, il va falloir qu'on convertisse une forme d'énergie disponible en énergie thermique, forcément. Donc le meilleur exemple, l'exemple le plus basique qu'on puisse avoir, c'est notre propre corps. Notre propre corps, on va mettre en entrée, en se nourrissant de l'énergie sous forme chimique, les aliments qu'on a et qu'on ingère, pour que notre corps les convertisse en énergie thermique, pour nous maintenir à 37 degrés, et en énergie mécanique, pour nous permettre d'interagir avec notre environnement, de bouger des éléments et de nous déplacer nous-mêmes. Voilà, du coup, je vais appeler ce qui permet de faire ces conversions en fait, d'une forme d'énergie en une autre, je vais appeler ça des convertisseurs énergétiques. Notre corps humain étant le premier à disposition, mais au fur et à mesure de son évolution, l'humanité a apprivoisé en quelque sorte différentes formes de différents autres convertisseurs énergétiques, donc des convertisseurs énergétiques naturels comme le feu par exemple, faire brûler du bois pour on va dire convertir de l'énergie chimique en énergie thermique de façon beaucoup plus puissante, et cette notion là est très importante, la puissance, énergie par unité de temps, de façon beaucoup plus puissante que peut le faire le corps humain. Nous, on est limité en termes, on peut pas aller chauffer notre voisin juste en étant à côté de lui. Bon, ça va se sentir un petit peu, mais pas de façon aussi importante que peut le faire un feu quand on est à côté, par exemple. Après, il y a eu la domestication animale, donc là, ça permet de convertir de l'énergie chimique en énergie mécanique, donc de façon beaucoup plus puissante, pareil, pour tracter une charge ou pour nous transporter nous, hein, typiquement. Après, il y a eu les moulins à eau, etc. Et la grande révolution qui est arrivée au cours de l'histoire de l'humanité, c'est la première révolution industrielle avec la machine à vapeur. Là, on arrive à décupler littéralement la puissance, la quantité d'énergie utile qui nous est à disposition pour pouvoir réaliser nos activités en faisant 2 conversions énergétiques successives. Hein. Donc on va brûler du charbon, on va convertir de l'énergie chimique en énergie thermique, et on va, avec cette chaleur, faire bouillir de l'eau pour la transformer en vapeur, donc de l'énergie thermique en énergie cinétique, qui va permettre de pouvoir transporter des charges notamment, donc le train à vapeur étant le meilleur exemple. Et quand on regarde plus exactement ce panel d'évolution de convertisseurs énergétiques, on observe que la puissance de ces convertisseurs énergétiques au fur et à mesure de l'évolution de l'humanité a toujours augmenté. Toujours. Jusque la plus grosse puissance de convertisseurs énergétiques qu'on a à disposition aujourd'hui, qui est l'EPR de Taishan, qui fonctionne, hein, voilà, un EPR qui fonctionne, on va s'en réjouir. EPR, c'est une centrale nucléaire de génération 3, et qui fait 1650 MW.
en production d'énergie électrique, donc en conversion d'énergie nucléaire vers de l'énergie électrique. Voilà, donc c'est le convertisseur énergétique le plus puissant qu'on a à disposition sur Terre. Et donc ça n'a fait qu'augmenter au fur et à mesure du temps. Donc cette augmentation continue de puissance, en fait, a permis au fur et à mesure de mettre à disposition pour l'humanité de plus en plus d'énergie utile pour réaliser des activités humaines. Et donc, en ayant ce petit raisonnement, on s'aperçoit que le facteur limitant, en fait, les activités humaines sur cette planète, je sais pas, il y a plein d'autres explications, les économistes peuvent en sortir plein, hein, mais finalement, on a deux choix. Soit c'est l'imagination humaine, donc tout ce qu'on peut imaginer faire. Bon, les métamathématiques montrent qu'elle est infinie. L'autre option, c'est l'énergie qu'on a à disposition pour pouvoir réaliser, pour pouvoir concrétiser nos projets, notre imaginaire. Puis on le sent bien intuitivement, hein, même dans notre vie courante, on dit ah là, ça demande énormément d'énergie pour faire ça, ça nous demande beaucoup d'efforts, c'est directement en lien avec l'énergie que notre corps a à dépenser. Fondamentalement, on est des feignants, hein, on veut dépenser le moins d'énergie possible, parce que ça nous demande des efforts. Donc, le facteur limitant est la quantité d'énergie utile à disposition, et il y a deux moyens de contraindre cette énergie utile. C'est soit par la puissance des convertisseurs énergétiques à disposition, soit par la quantité d'énergie qu'on peut mettre en entrée de ces convertisseurs énergétiques. Parce que si jamais il n'y en a plus, le convertisseur énergétique, il a beau exister, il servira à rien, concrètement. Et c'est là toute la particularité de la période dans laquelle on arrive, c'est que jusqu'à présent dans l'histoire de l'humanité, le facteur limitant a toujours été la puissance totale des convertisseurs énergétiques. C'est pas la puissance individuelle, mais c'est vraiment la puissance cumulée des convertisseurs énergétiques à disposition pour permettre le développement de l'humanité, la réalisation d'activités humaines et la satisfaction de nos besoins. Alors qu'aujourd'hui, on va commencer à arriver dans une période où le facteur limitant ne va plus être la quantité de machines qu'on a à disposition typiquement, mais les croquettes pour machines, comme dirait Jean Covici d'ailleurs, qui est une bonne exemple, les croquettes pour machines qu'on va pouvoir leur mettre dedans, notamment le pétrole, le gaz, qui vont commencer à manquer. Ça nécessitait un peu d'anticipation quand même, mais bon, c'est pas une qualité que tout le monde a. L'autre point qui mérite une certaine attention, c'est la corrélation entre énergie et satisfaction. Je vous ai pondu ça comme une vérité générale, hein, vous pouvez me contredire, oui, mais l'énergie, la satisfaction de besoins, quoi, c'est totalement lié. Un moyen de vérifier ça, c'est pas pareil, c'est pas une démonstration, hein, c'est juste un exemple qui permet d'étayer cette théorie, c'est vous tracer, c'est dans mon livre, malheureusement j'ai pas prévu de diaporama, mais vous tracez l'évolution depuis 1970, parce que c'est les données disponibles, de la consommation d'énergie primaire dans le monde en fonction de la production de valeur ajoutée. Vous avez le droit à une droite parfaite, linéaire. Le PIB, il y a une petite courbure, parce qu'on s'amuse à rajouter des trucs au fur et à mesure pour dire on est toujours en croissance, mais la valeur ajoutée, ça ne trompe pas. Donc c'est une droite parfaite, le meilleur modèle économique qui puisse exister, hein. Donc vous consommez plus d'énergie, vous pouvez réaliser plus d'activités, donc vous avez plus de valeur ajoutée, basta, voilà, problème réglé. Donc quand on commence à réduire notre approvisionnement énergétique, forcément on accepte soit de dépendre plus de nos voisins pour essayer de maintenir notre confort de vie, en apportant des éléments, soit de réduire notre confort de vie, forcément. C'est pas très compliqué à comprendre. Donc après avoir fait ce petit rappel, on va dire, énergétique, cet état des lieux pas très réjouissant, j'en conviens, on va essayer d'aller plus loin. Déjà, on a à peu près compris pourquoi aujourd'hui on commence à être dans la panade. On va essayer d'aller plus loin, mais avant ça, je vais vous proposer une modélisation, une description synthétique de tout ce que j'ai pu vous expliquer, tout ça sera rentré, pour ce qui est le système d'approvisionnement énergétique général. Comment on peut le penser de façon assez simple pour mieux le comprendre, pour mieux appréhender les choses. Bien sûr, c'est une approche qui est plus simple que la réalité. Mais encore une fois, c'est un débat que j'ai souvent avec des personnes d'ailleurs, parce qu'ils me disent « Ouais, tu prends pas les cas particuliers, tu oublies les trucs, etc. » Oui. Mais pour penser les choses, très souvent, on essaie de les avoir en première approximation,
pour essayer d'expliquer, on va dire, l'essentiel de ce que l'on observe, et après on va raffiner le modèle. Mais si on commence déjà à vouloir considérer toutes les exceptions, on s'en sort plus en fait. On n'arrive pas à avoir une vision d'ensemble des choses. Donc ce que je vous propose là, c'est une vision d'ensemble du système. Donc d'un côté, on a la planète Terre, ce que j'ai appelé la sphère environnementale, qui va contenir toutes les ressources énergétiques, les ressources non énergétiques, donc les métaux, les minéraux, tout ça. Les ressources énergétiques, typiquement, c'est le pétrole, le gaz, le charbon, l'uranium, le vent, le soleil, tout ça. Et qui va contenir également tout ce qui est rejet de nos activités, en fait. Bon, il n'y a pas que ça, mais ce qui nous intéresse, c'est surtout ça. Donc, le rejet de nos activités humaines, donc pollution atmosphérique, gaz à effet de serre en excédent, en quelque sorte, tout ce genre de joyeuseté. Ensuite, on va avoir la sphère que j'ai appelée économique. Merde, c'est SE également. Bon, on va dire ça comme ça. Hein. La sphère économique qui, elle, est là qui regroupe toutes les activités humaines qui sont là pour satisfaire nos besoins. Typiquement. Donc à la fin, ça nous permet, nous, d'être contents, d'être joyeux, d'avoir de la nourriture, d'avoir du divertissement, d'avoir tout ce qu'on veut pour être à peu près heureux. C'est le but du système économique, non, c'est de nous rendre heureux. Voilà, j'ai bien retenu ma leçon. Et une autre sphère que j'ai appelée la sphère énergétique, décidément, j'utilise toujours des E. Sphère énergétique qui, elle, regroupe la dernière partie des activités qui nous manquent, qui nous permet en fait de convertir l'énergie disponible naturellement en énergie exploitable par le système économique pour justement réaliser toutes ces activités-là. Parce que forcément, ici, il manque un morceau. Donc le système économique, lui, il va récupérer les ressources non énergétiques pour pouvoir les transformer, pour pouvoir satisfaire nos besoins, réaliser l'activité humaine et satisfaire nos besoins, pour faire cette table par exemple. Notre système énergétique, il va exploiter les ressources énergétiques du système économique pour pouvoir les convertir et les renvoyer sous forme d'énergie finale. Alors je vais mettre ça ici, je vais mettre un P parce qu'on appelle ça énergie primaire. Pour les renvoyer ici en énergie finale, mais pour fonctionner, il a également besoin de ressources. Donc il a besoin de camions, il a besoin d'infrastructures, il a besoin de plein de choses qui ont été fabriquées par le système économique. Donc on a besoin de ressources, d'autres ressources pour faire fonctionner le système. Et on a aussi besoin d'énergie, hein, par exemple, parce que ici les centrales, par exemple, ont besoin d'électricité pour fonctionner, etc. Donc on a aussi besoin d'autres énergies. Et ce qui nous dérange de plus en plus aujourd'hui, c'est que le système a pris une ampleur telle, c'est que les rejets, il ne faut pas les oublier, parce qu'il y a des rejets qui viennent du système énergétique, donc des déchets et du système économique, que l'on rejette joyeusement dans la sphère environnementale, sans s'en soucier, qui est notre poubelle géante. Et on verra, on pourra parler des déchets nucléaires vis-à-vis de ça, c'est très intéressant. Mais donc voilà le système en gros que je vous propose d'avoir comme en tête dans tout ce que je vais expliquer, qui est un système simpliste évidemment, mais qui permet de comprendre l'essentiel du fonctionnement de notre monde d'un point de vue physique. Alors, maintenant qu'on a tout ça en tête, maintenant qu'on s'est rafraîchi la mémoire, ou même qu'on a peut-être découvert des choses, on va pouvoir aller un peu plus loin pour essayer de savoir où est-ce qu'on va et ce qu'on désire. C'est une question qu'on a tendance, surtout le qu'est-ce qu'on désire, en France on n'a jamais tendance à répondre à cette question en fait. On veut toujours se fixer des caps et définir des trajectoires, je pense notamment aux différents scénarios énergétiques qu'on a pu avoir récemment, hein, donc tous ceux qui sont présentés par l'ADEME, par RTE, etc. On se fixe des caps, on met des trajectoires derrière. Donc typiquement le meilleur exemple c'est celui de RTE où ils ont fixé plein de caps différents. Ils ont défini leur trajectoire, mais jamais personne n'est capable de répondre à cette question dans ce pays. Qu'est-ce qu'on veut au bout du cap ? Parce que, si on répond jamais à cette question, on pourra faire on pourra définir autant de caps qu'on veut et mettre autant de trajectoires derrière. On sera jamais d'accord sur là où on veut aller et ce qu'on veut aller. Et c'est typiquement ce qu'on utilise en navigation. Je veux dire, un voilier va pas mettre le cap sur l'Arctique s'il veut commercer de la canne à sucre. Enfin, ça n'a pas trop marché, quoi. Donc, à un moment, il faut quand même décider de ce qu'on veut au bout du cap.
Moi, ce que je propose dans mon livre, c'est ce que j'appelle la souveraineté énergétique. Voilà. C'est ce que je veux atteindre au bout du cap, et avec ça, il faut que je définisse un cap, en fait, à atteindre. Deuxième étape. Une fois qu'on a à peu près défini ça, il faudrait quand même qu'on ait une carte à disposition pour savoir où ce cap peut exister, en fait. Voilà. Il faut qu'on définisse une carte, il faut qu'on se fasse un état des lieux de ce qui existe, pour qu'après on définisse ce cap. Et une fois qu'on a défini ce cap, on a là où on veut aller, et on sait ce qu'on veut avoir une fois qu'on y est. On a là où on est, et puis on définit une trajectoire, on dit maintenant on fait comme ça pour y aller. Bon, c'est le seul truc que j'ai pas fait dans mon livre, parce que ça c'est un peu plus complexe quand même. Ah oui, ça demande du temps. Je prétends pas être au même niveau que RTE pour définir les trajectoires, quand même, ça aurait été un peu prétentieux de ma part. Donc je me suis contenté de définir, enfin de proposer ma vision de ce qui est désirable, en fait, de ce qu'on voudrait au bout du cap, et de définir le cap en conséquence. C'est très théorique tout ça, mais à mon avis c'est quand même important de passer par cette phase théorique pour bien comprendre le cheminement qu'il y a derrière. Parce que tout de suite embarquer dans quelque chose, dire ouais moi je veux ça, du 100% ENR, je veux du... Non, moi on continue le pétrole parce que c'est très bien, ça permet la croissance économique. Oui, bon, c'est bien, chacun a son désir, mais il faut quand même mettre en cohérence les contraintes qu'il y a derrière, en fait, que ça va impliquer. Donc, passons aux choses concrètes maintenant. L'état des lieux, oui, on va commencer par la carte, c'est quand même mieux. Donc, je propose de faire cet état des lieux en faisant l'inventaire, en tout cas dans mon livre, de toutes les contraintes qui pèsent sur le système d'approvisionnement énergétique, les contraintes physiques qui sont impossibles à dépasser, qui sont intrinsèques aux énergies qu'on exploite, aux sources d'énergie qu'on exploite. Et je vais en citer quelques-unes rapidement, parce que je ne vais pas m'éterniser non plus, c'est très long quand même, mais celle que j'ai trouvée, en tout cas de façon plus exhaustive dans mon livre, c'est la limite en termes de gisement de ressources énergétiques. Voilà, donc quelle quantité d'énergie nous reste à disposition. Alors pour les ressources dites de stock, donc pétrole, gaz, charbon, biomasse si on ne l'utilise pas de façon renouvelable, et nucléaire. Celle-là, c'est juste la quantité en gros qui nous reste sous terre. C'est pas très compliqué, la définition est assez simple. Et pour ce qui est des énergies de flux, donc là c'est typiquement les énergies renouvelables, donc le vent, le photovoltaïque, l'hydraulique. Là, ça va être plutôt quelle est la capacité de conversion énergétique, la puissance disponible sur un territoire donné. Ça, c'est plutôt ça le facteur, enfin la limite. Mais dans les deux cas, il s'agit de gisement en fait. Parce que la meilleure métaphore que je peux avoir avec ça, c'est on a un pommier. Et au début, on va réussir à cueillir les pommes qui sont plus facilement accessibles et qui sont de meilleure qualité, en fait, celles qui sont à peu près qui sont sous l'arbre. C'est la même chose sur le pétrole, en fait. Les premiers gisements de pétrole qu'on avait, on perçait, ça sortait tout seul, c'était magnifique, c'était liquide, c'était pas très compliqué à exploiter. Et pour l'éolien, c'est pareil. Les premières éoliennes, on les a mis sur des gisements qui ont beaucoup de vent. Voilà. Mais au fur et à mesure qu'on va taper dans les gisements, l'énergie qu'on a à disposition, elle va être soit de moins bonne qualité, plus difficile à extraire. Dans tous les cas, en fait, elle va être toujours plus difficile à extraire. Ça marche très bien pour l'éolien et ça marche très bien pour le pétrole, pareil, ou le charbon, le gaz, enfin, et l'uranium même, et même pour les métaux d'ailleurs, même pour les métaux. Ensuite, en fait, je vous propose de ne pas trop m'attarder sur ces éléments de la conférence et peut-être de plus aller dans le détail si vous avez des questions en lien avec ça. Voilà. Ça, à mon avis, il y aura un échange, ce sera beaucoup plus sympathique. L'autre limite qu'on peut avoir, c'est les gisements de ressources non énergétiques. Donc, j'en ai parlé juste avant. Là, typiquement, c'est les métaux et ça a une très grosse importance sur ce qu'on appelle le taux de retour énergétique. Taux de retour énergétique, c'est quelle est la quantité finale nette, enfin plutôt primaire, on va continuer primaire, mais quelle est la quantité d'énergie primaire nette qu'on a à disposition, c'est le meilleur exemple qu'on puisse trouver. Donc par exemple, on va aller commencer à extraire du pétrole, c'est bien, on a une quantité d'énergie extraite, mais il nous a fallu dépenser de l'énergie, à la fois dans de l'infrastructure, mais aussi directement, pour aller extraire ce pétrole. Donc finalement, s'il nous faut dépenser plus d'énergie pour aller extraire cette ressource-là qu'elle ne nous en donne à la fin,
Le taux de retour énergétique, il n'est pas du tout intéressant en fait. C'est pas du tout intéressant dans ce sens-là. Et on s'aperçoit que ce taux de retour énergétique, il évolue au cours du temps. Il est pas statique. Ça va être un combat entre le progrès technologique en fait, donc en gros quelle quantité d'énergie on va avoir besoin pour pouvoir extraire la ressource, hein, et l'épuisement des gisements, ce qui fait qu'on va devoir aller chercher des gisements qui sont moins accessibles, moins rentables, entre guillemets, donc plus profonds concernant le pétrole. Et on voit qu'à l'époque de Rockefeller, donc le début d'exploitation du pétrole aux États-Unis, le taux de retour énergétique, je vais y arriver, était au mieux, au plus haut, à peu près de 1 pour 100. Donc on investit l'équivalent d'un baril de pétrole pour en extraire 100. Aujourd'hui, le pétrole de schiste, les schistes bitumineux, ce qu'on appelle le pétrole non conventionnel, il est plutôt autour de 1 pour 5. Voilà. Autour, hein, ça peut aller de 1 pour 10 pour les meilleurs gisements, et puis, mais c'est l'ordre de grandeur, c'est à peu près par là. Même l'éolien est plus intéressant aujourd'hui, en fait. Il va taper du 1 pour 15, 1 pour 20. Le nucléaire est à peu près à 1 pour 50. Lui, il n'a pas vraiment vocation à bouger parce que les quantités, je vous spoil un peu, j'espère qu'il y a quelqu'un qui posera la question, les quantités d'uranium à disposition sont quand même très abondantes, ça dépend de la technologie des réacteurs qu'on a encore à disposition, mais elles sont encore très abondantes. Je ne vais pas m'attarder sur le propos, j'en ai déjà pas mal parlé dans d'autres interviews. Notre limite, une autre contrainte qui peut peser sur le système d'approvisionnement énergétique, c'est la gestion des déchets et du recyclage. Autre contrainte importante, c'est pour essayer d'optimiser ça et d'avoir à moins à extraire des ressources là-haut, parce que quand on aura extrait toutes les ressources non énergétiques de la croûte terrestre, ça sera aussi un facteur limitant, on ne pourra rien faire du tout. Donc il vaut mieux commencer à anticiper à la fois le recyclage et à la fois la gestion des déchets qui ont notamment un impact, qui ont des impacts à la fois sur la santé et à la fois sur l'environnement. Et c'est là où j'en arrive, du coup, ça fait une bonne transition sur l'autre contrainte qu'il y a, c'est les impacts sur la santé et sur l'environnement de nos rejets, des rejets non désirés des activités humaines, parce que dans les activités humaines, il y a toujours une part que l'on désire, forcément, qui sert à satisfaire notre besoin, il y a toujours une part qui n'est pas désirée, qui est ce qu'on appelle les rejets, donc, ou des externalités parfois. Donc, par exemple, le remous d'un bateau pour le faire avancer, c'est une perte énergétique, mais c'est un impact sur l'environnement non désiré. Notre but, c'est de faire avancer le bateau, c'est pas de faire du remous derrière, mais bon, on est forcément obligé d'en passer par là. Les rejets de gaz à effet de serre, par exemple, c'est un impact non désiré, et aujourd'hui, ça nous pose problème. Parce que, en fait, autant quand on était 1,5 milliard sur Terre, ça posait pas forcément de problème, parce que la quantité d'activité humaine était suffisamment limitée pour que ça n'aille pas perturber les flux physiques naturels des cycles qui sont qui sont sur cette planète. Donc cycle de l'eau, cycle du CO2, il y a plein de cycles de la biodiversité, enfin de la biomasse d'ailleurs, il y a plein de cycles différents. Les perturbations étaient suffisamment minimes pour que ça aille pas forcément dérégler de façon substantielle le cycle. Maintenant, la population humaine est devenue tellement importante et la consommation d'énergie est devenue telle qu'on est capable de réaliser beaucoup plus d'activités, et donc les impacts néfastes de ces activités sont devenus substantiels et viennent perturber les cycles naturels, dont le cycle du CO2 qui commence à arriver en excès, on en rajoute au fur et à mesure dans l'atmosphère, on va le pomper dans les énergies fossiles qui étaient sous terre, et puis on va le balarguer dans l'atmosphère au fur et à mesure du temps. D'autres impacts qu'on a tendance à négliger et qui ont pourtant leur importance sont les impacts sanitaires. Oui, parce que exploiter de l'énergie, ça influe sur notre santé, hein. Le principal exemple que j'ai en tête, c'est pas les déchets nucléaires, contrairement à ce que pourraient penser certains, c'est la pollution atmosphérique. Parce que finalement, la pollution atmosphérique, c'est quoi ? C'est le résultat de la combustion d'énergie fossile. Et donc, c'est le rejet non désiré de la combustion d'énergie fossile. En fait, c'est un déchet. Mais c'est un déchet dont on ne s'occupe pas, qu'on balargue dans l'atmosphère, qui est une poubelle géante et qui tue tous les ans des personnes sur Terre. Donc, il y a une étude allemande qui a dit que c'est à peu près en équivalent réduction espérance de vie, hein, c'est pas des morts directes, mais à peu près 8,8 millions de personnes sur Terre qui mourraient par an à cause de la pollution atmosphérique.
C'est toujours plus que ce que les déchets nucléaires ont pu tuer dans le monde jusqu'à présent, hein. Je dis ça, je dis rien, à bon entendeur. Et enfin, la dernière contrainte substantielle qu'on a tendance à oublier aussi, mais qui aujourd'hui se rappelle à nous, notamment avec les risques qu'on avait... Maintenant, je pense que le risque est écarté, mais les risques qu'on avait pu avoir cet hiver sur les coupures d'électricité, c'est de permettre l'approvisionnement en énergie finale de toutes les entités en fait, qui nécessitent d'avoir cette énergie pour satisfaire ses besoins. En fait, c'est juste garantir l'approvisionnement de ça. Parce qu'on a beau faire en sorte que ça ce soit toujours garanti, donc par le fait d'exploiter des gisements qui sont abondants, on a beau faire en sorte que ça se soit suffisamment réduit, etc. Si on n'arrive pas à maintenir correctement la petite flèche F, on aura beau extraire de l'énergie primaire, si on n'arrive pas à l'approvisionner correctement aux personnes qui en ont besoin, je gâche pas de la stabilité du pays en question. Bon, ça risque de craquer, quoi. Bref, ça c'est pour faire un état des lieux. Alors dans le livre c'est beaucoup plus détaillé, hein, mais faire un état des lieux concret pour établir la carte en fait, pour savoir comment on va se diriger et où se présente le cap à travers cette carte qui est quand même assez large. Ensuite, c'est qu'est-ce qu'on veut dans le cap qu'est-ce qu'on veut au bout du cap que l'on veut se fixer, c'est la souveraineté énergétique. Alors comment j'ai défini la souveraineté énergétique ? Je vais relire très exactement la chose, comme ça sera... Je l'avais bien formulé, donc... Quoi ? On peut s'auto-complimenter un peu, quand même. Alors, il est entendu par souveraineté énergétique, je pense que la définition est relativement consensuelle. Hein. Je n'ai pas entendu personne me dire « Ah non, tu dis des grosses conneries ». Je pense que ça fait... Bref, vous m'en direz des nouvelles. Il est entendu par souveraineté énergétique la garantie d'un approvisionnement énergétique stable qui puisse soutenir commodément les besoins énergétiques des entités morales et physiques d'une zone géographique donnée. Voilà. Sous-entendu souveraine quand même, cette zone géographique, ça serait pas plus mal. Donc là, il y a 3 mots quand même importants dans cette phrase. C'est la stabilité, la soutenabilité et la commodité. C'est comme ça que je définis les 3 axes, les 3 piliers de la souveraineté énergétique. Donc la stabilité de l'approvisionnement énergétique qui passe selon moi par la sécurité d'approvisionnement. Donc là, on fait tout de suite référence à la contrainte gisement disponible. Voilà, on va essayer de viser des gisements énergétiques qui sont quand même soit disponibles en très grande quantité, même s'ils ne sont pas renouvelables, hein, mais en tellement grande quantité qu'on a quand même le temps de voir venir. Donc typiquement, pour vous spoiler, c'est le charbon, l'uranium. Soit disponible de façon renouvelable, hein, donc par définition la quantité d'énergie disponible est infinie, c'est juste la puissance qui est contrainte. Donc, bon, on ne peut pas en utiliser autant qu'on veut, mais autant les utiliser si on les a à disposition, c'est pas plus mal. C'est juste en considérant la sécurité d'approvisionnement. Là, j'ai pas encore défini les autres critères. Attention, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, même si vous avez rien dit d'ailleurs. Mais ensuite, il y a la sûreté sanitaire. Oui, parce que si on a des personnes qui meurent à cause de l'exploitation d'une certaine source d'énergie, qui sont pas très contents quand même que ça arrive, si on a des centrales qui explosent à tout va, par exemple, etc., ça peut quand même perturber la stabilité de l'approvisionnement derrière. Mais là, ça ne reviendra pas d'une raison physique forcément, mais plus d'une raison d'acceptation sociale. Donc on le voit, notamment, ça c'est quand même pas négligeable, hein, c'est quand même pour ça qu'on a arrêté notre ambition nucléaire en France et qu'on est dans la merde aujourd'hui. Ça c'est que mon avis par contre. Deuxième pilier, soutenabilité. Soutenabilité économique via le taux de retour énergétique. Donc là c'est si on a des convertisseurs énergétiques qui nécessitent énormément de matériaux par quantité d'énergie produite, ça va forcément poser souci en fait, et c'est des matériaux qu'on ne pourra pas utiliser dans la sphère économique pour réaliser des activités pour satisfaire nos besoins. Au moment il va falloir faire des arbitrages, et c'est pas forcément très soutenable, surtout si on recycle pas d'ailleurs. Donc il y a cet aspect-là, il y a l'aspect intensité de consommation des matériaux dans les convertisseurs énergétiques qu'on exploite, et il y a l'aspect recyclage qui va derrière, dans cette notion-là. Ensuite, il y a la soutenabilité environnementale. Parce que malheureusement, on va peut-être s'en apercevoir que le réchauffement climatique, par exemple, va avoir des perturbations telles qu'il risque de faire vaciller le système d'approvisionnement, hein, typiquement. C'est-à-dire, on va peut-être devoir arrêter d'exploiter par exemple certaines centrales hydroélectriques parce qu'il n'y aura plus d'eau.
C'est un exemple comme un autre, mais voilà, donc l'impact environnemental qu'on peut avoir peut avoir une incidence directe sur la bonne exploitation de la sphère économique et de la sphère énergétique. Donc c'est une contrainte qu'il ne faut pas négliger et qui va directement dans cette notion de soutenabilité. Et en gros, la soutenabilité, c'est quand même réussir à garantir aux générations futures de pouvoir satisfaire leurs besoins autant, voire plus, que les générations présentes. Ce qu'on n'a pas tendance à faire quand même en ce moment. Et enfin, vient le pilier de la commodité. Donc là, la commodité, c'est typiquement quelle énergie finale on va utiliser, quelle est la simplicité d'utilisation et d'approvisionnement de cette énergie finale. Donc la flèche F que je viens de citer là. Et c'est notamment pourquoi on a exploité du pétrole jusque-là, parce que c'est tellement... Enfin, c'est miraculeux le pétrole, honnêtement. Ça s'exploite relativement bien, du moins ça s'exploitait relativement bien. C'est liquide, donc c'est facilement transportable. Ça se convertit à la demande, parce que ça s'allume, ça s'éteint comme on veut. Hein. On met ça dans une voiture, une petite allumette, et puis hop, c'est bon, ça part. Et ça peut être contenu dans quelque chose de très petit, un moteur à voiture. Donc c'est vraiment miraculeux, surtout pour les transports. Et c'est bien là aujourd'hui on a le plus de problèmes pour essayer de passer du pétrole à une autre source d'énergie, enfin hydrocarbures en général, donc pétrole et gaz à une autre source d'énergie, c'est que c'est plus compliqué, ça demande plus de ressources, plus de matériaux, plus de gestion, et c'est en fait plus contraignant à l'utilisation finale. Et c'est là où c'est comme ça que j'entends la notion de commodité, c'est à quel point c'est commode d'utiliser l'énergie finale qu'on a à disposition, pour différents types d'activités d'ailleurs. Donc je vais pas vous spoiler le cap en fait. Donc là en fait on a défini la carte, j'ai défini ce que je voulais au bout du cap, et grâce à ça, en faisant un mélange des deux, en fait, en regardant les contraintes sous le filtre de la souveraineté énergétique, j'arrive à déterminer, à hiérarchiser les sources d'énergie qui sont on va dire, les plus cohérentes à être exploitées par rapport au regard de la souveraineté énergétique. Donc, dans le livre, je fais tout un travail de scénario énergétique à la fin, pour la France en tout cas, où je propose un certain mix énergétique avec des axes, avec des idées d'action à réaliser pour la trajectoire donnée. Je n'ai pas défini la trajectoire, mais je donne des idées. Mais concrètement, on arrive à la conclusion que au regard de la souveraineté énergétique, encore une fois, hein, ça peut être un autre objectif pour d'autres personnes, hein, que la source d'énergie à exploiter en priorité, c'est l'hydraulique de barrage et hydraulique fluviale. Ensuite, c'est le nucléaire surgénérateur de 4e génération. Je vous laisserai me poser la question de ce que c'est. Le nucléaire normal, comme on a aujourd'hui, enfin normal, il n'y a pas de normalité, mais le nucléaire de technologie actuelle. Ensuite, on arrive à la biomasse, puis à égalité avec l'éolien, puis le photovoltaïque est très loin derrière, le pétrole, le gaz, le charbon. Et ça, encore une fois, c'est au regard de la souveraineté énergétique. Et par exemple, on revient dans un monde où on est 1 milliard sur Terre. Finalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, les impacts sanitaires et environnementaux, ils ne sont pas substantiels, puisqu'on convertit beaucoup moins d'énergie que ça, enfin beaucoup moins d'énergie qu'aujourd'hui, puisqu'on a moins besoin. Et puis le souci de l'impact sanitaire, en plus à l'époque, on l'avait pas trop. Donc finalement, ces contraintes-là, on peut les négliger. Après, il y avait quoi d'autre comme contrainte ? Il y avait la contrainte des gisements, mais vu qu'on n'exploite pas beaucoup d'énergie, bah, finalement, on regarde l'énergie qu'on exploite à l'instant T, la quantité d'énergie disponible, elle peut paraître infinie, donc c'est ce qu'a considéré les économistes d'ailleurs dans leur théorie, c'est que l'énergie, les ressources naturelles sont en quantité infinie, parce qu'à l'époque c'était vrai, aujourd'hui ça l'est moins, mais ils n'ont pas réussi à se remettre en question. Et finalement, quand on arrive à écarter ces contraintes-là, finalement la contrainte principale qui nous reste, c'est l'approvisionnement en énergie finale. Donc c'est pas étonnant qu'on ait décidé de favoriser le pétrole en fait, qu'on soit jeté sur le pétrole, parce que c'était la seule contrainte vraiment substantielle qu'on avait pour réaliser nos activités. C'est de garantir, de prendre l'énergie la plus commode à utiliser pour réaliser les activités humaines. Voilà, donc finalement on garde quand même une certaine logique. C'est juste qu'aujourd'hui l'objectif, les contraintes ont des poids différents, et du coup l'objectif à atteindre a changé. C'est pour ça qu'il faut, à mon avis, le prendre en compte. Sinon, la deuxième solution, elle est envisageable, mais c'est de repasser à un monde à 1 milliard sur Terre. Mais je laisse les personnes ici se dévouer. Hein.
J'ai pas trop envie, moi. Donc on va essayer de faire avec cette contrainte-là. Même si la nature risque de réguler par elle-même si on fait pas attention. Moi, j'ai pas envie de vous faire pleurer non plus. Hein, quand même. Donc, on va passer à la conclusion. Je sens qu'il y en a qui s'endorment. Hein, Kylian. Non, mais on va passer à la phase de conclusion. Je vais essayer d'aller un peu plus haut quand même en termes philosophiques, parce que là j'étais très concret, très physique, peut-être très barbant, etc. On a quand même vu que les choses sont bien plus complexes aujourd'hui que ce qu'on veut bien nous donner à disposition dans les médias notamment, où généralement on considère qu'un seul prisme de lecture, qu'une seule priorité, sans vraiment réfléchir au côté multifactoriel de la problématique énergétique, pardon. Alors que les choses sont beaucoup plus complexes, il faut quand même faire attention aux biais quand on manipule ces données-là. On a beaucoup tendance à, déjà quand on arrive à faire la distinction entre faits et opinions, ce qui n'est pas forcément gagné aujourd'hui, on a beaucoup trop tendance à essayer de choisir les faits qui vont dans le sens de ce que l'on veut, parce qu'on a déjà une idée en tête, et d'écarter les faits qui nous intéressent pas. Et c'est pour comme ça qu'on arrive à faire dire d'ailleurs, et je l'ai dit récemment au Figaro d'ailleurs, s'il y en a qui ont regardé, je vais radoter, mais qu'on arrive à faire dire à des rapports comme RTE tout et son contraire. C'est que le rapport de RTE nous dit 100% renouvelable, c'est possible, oui, mais il nous dit pas que c'est forcément désirable. Ça dépend ce qu'on veut, encore une fois, au bout. Et si on veut, on va dire, minimiser au maximum les rejets de gaz à effet de serre, pour essayer de limiter notre impact sur le réchauffement climatique, tout en essayant de garantir au mieux la stabilisation du confort de vie des Français. Il faudra forcément la bouger, je vous préviens, il y aura forcément des adaptations, mais si on veut la limiter au mieux, c'est pas vers du 100% renouvelable qu'on va aller. Ça va pas passer, sinon. Je vous le dis tout de suite, ça va pas passer. Il va falloir se contraindre beaucoup plus. Parce qu'en termes de capacité de conversion, c'est pas faisable. Et vis-à-vis de tout ce que j'ai cité précédemment, il y a des points bloquants qui font que ça ne sera pas forcément possible. Mais heureusement, on a du nucléaire. Donc, comme j'ai dit, on a plein de scénarios qui poussent, 100% renouvelables. Alors, il y a même les décroissantistes qui pour eux, en fait, leur seule solution, c'est très fataliste en fait comme vision des choses. Eux, leur seule façon de se dire on va réduire notre impact sur l'environnement, parce que c'est leur mantra, c'est juste qu'une partie des contraintes, mais eux c'est vraiment leur objectif. Et le seul moyen, c'est qu'on réduise la quantité d'activité humaine qu'on réalise. Donc en gros, ça veut dire à population constante qu'on va réduire chacun notre confort de vie. C'est ça que ça veut dire la décroissance. C'est pas plus... Ou réduire la population humaine, encore une fois. C'est pour essayer que chacun puisse encore avoir le même confort de vie. Mais il n'y aurait pas une autre voie plus désirable et beaucoup moins fataliste d'ailleurs que cette solution de la décroissance. Moi, je pense que si, en fait. Et je pense que le comportement actuel de l'humanité n'est pas une fatalité en soi, mais juste une phase, en fait. Comme l'adolescence est une phase dans notre évolution individuelle, je pense que l'humanité est aujourd'hui à sa phase adolescente, voilà, qu'elle manque de maturité, qu'elle a découvert toute la puissance que lui offre la maîtrise des convertisseurs énergétiques technologiquement poussés, quand même, il faut le dire, une centrale nucléaire, c'est pas un truc de zozio, mais on s'en enivre collectivement, on ne la contrôle pas, on en abuse, on ne pense pas aux impacts que ça peut avoir, sur l'environnement notamment, on profite de l'abondance présente sans se soucier de la possible pénurie à venir. C'est typiquement ce que peut faire un adolescent. Quand on est jeune, on profite de la vie, on se préoccupe de rien, de notre impact sur les autres, etc. On est relativement naïf, on fait n'importe quoi. Et puis après, je dis ça pour ceux qui ont eu des grands enfants à éduquer. Moi, mon adolescence, c'est pas si lointaine que ça, donc je m'en souviens pas mal. Mais finalement, quand même, il n'y a jamais eu une adolescence qui n'a laissé place par la suite à un adulte mature. Bon, la maturité dépend en fonction des personnes, mais à un adulte quand même un peu plus responsable et mature. Je pense que l'humanité en est là aujourd'hui. Et je pense que c'est pas plus mal que cette période de pénurie généralisée, parce que ça commence à concerner l'Europe et la France aujourd'hui, mais comme j'ai dit, le pétrole et le gaz, il ne va pas y en avoir ad vitam aeternam, et c'est le monde entier qui va être confronté à ça. Et je pense que c'est pas plus mal, même si ça risque d'être douloureux, que l'humanité soit
confronté à cette période de pénurie qui va tout changer. Et cette épreuve individuelle va vraiment, à mon avis, être la source d'une évolution importante. Et comme toutes les épreuves, pareil, je vais faire une comparaison avec nous, individus, mais finalement, l'humanité, c'est un ensemble d'individus. Donc, cette épreuve-là, collective, on a tous vécu des épreuves individuelles. Et comme la définition d'une épreuve, d'ailleurs, quand on arrive à la surmonter, ça nous fait grandir, ça nous fait évoluer. En général, on ne reproduit pas les mêmes erreurs et ça nous fait vraiment avancer, gagner en maturité. Et cette épreuve générale de pénurie énergétique va, à mon avis, pouvoir permettre à l'humanité, je l'espère, de pouvoir davantage connaître ses forces et ses faiblesses, ses limites, de pouvoir davantage maîtriser ses impacts sur l'environnement, de pouvoir comprendre quelle est sa place dans cette biosphère qu'est la planète Terre, pour pouvoir vivre avec, d'ailleurs. Pas forcément décroître et retourner aller faire son potager chacun individuellement avec une éolienne dans son jardin. Non, pas forcément. Pour moi, ça ne va pas passer par l'individualisme, ça. Au contraire, d'ailleurs, je pense que ça va plutôt passer vers un retour à l'intérêt collectif, d'ailleurs, et à la mutualisation des ressources. Ça, c'est autre chose, c'est une vision personnelle. Mais ma conviction profonde, c'est qu'une conviction, c'est pas une vérité absolue, c'est que nous pouvons tous gagner en maturité collective et que ce tournant de l'histoire de l'humanité est celui qu'il nous faut pour nous pousser ensemble à devenir collectivement des adultes, responsables, conscients de nos impacts sur le monde, de notre puissance, de notre capacité à transformer le monde, comme on peut le voir dans les films de super-héros, où quand ils découvrent leur pouvoir, ils font un peu n'importe quoi, et puis après, quand ils commencent à les maîtriser, généralement, ils arrivent à en faire du bien. Bon, généralement, ça dépend, si c'est les méchants, pas trop. Et il reste quand même de nombreuses marges d'optimisation, parce qu'on a été dans une période d'abondance énergétique telle qu'on s'est mis à faire tout et n'importe quoi, à la gaspiller pour acheter 3 t-shirts par mois chez Zara, enfin des trucs complètement fous, dont on n'a pas forcément besoin. En fait, on est arrivé à un niveau tel que les besoins qu'on veut satisfaire aujourd'hui, c'est plus de l'ordre de l'envie d'ailleurs, du caprice, plutôt que du besoin vraiment nécessaire. Donc il y a quand même des marges d'optimisation sans pour autant vraiment entamer la satisfaction de nos besoins individuels, pas comme arrêter de manger par exemple. Et le problème, c'est que si on ne se met pas collectivement à essayer d'anticiper ça, de planifier ça, d'organiser une société réfléchie autour de ça, bah, c'est la nature en fait qui va se charger de on va dire, réduire nos besoins satisfaits. Ça va peut-être pas forcément être que toujours les besoins dont on a le moins besoin, typiquement. Ça va peut-être passer aussi par la nourriture et ça risque d'être douloureux. Donc moi je pense que c'est pas en restant passif dans nos vies, contemplatif de notre autodestruction, frustré du sentiment de notre impuissance, qu'on va réussir à faire ça. C'est contrairement à ce que peut nous dire, à ce qu'on peut se dire souvent, il est encore temps d'agir, il est encore temps d'éviter le pire. Tout n'est pas perdu. Il y a encore des moyens d'éviter que la situation ne se dégrade davantage. Et les difficultés à venir sont de loin des fatalités insurmontables. Il va nous falloir nous adapter, forcément. Il va nous falloir faire évoluer nos modes de vie, nos priorités. Ça, c'est sûr et certain. Ça va être une période de changement. Alors, on va pas se dire qu'on va rester dans un confort identique à aujourd'hui. Ça va peut-être être du confort, mais différent, forcément. Mais au fond, s'adapter au changement, est-ce que c'est pas le propre de l'humanité, après tout ? C'est notre force, c'est réussir à s'adapter à n'importe quel environnement, de pouvoir à la fois habiter dans les zones les plus hostiles, de pouvoir subir les plus grosses des catastrophes, et pourtant d'arriver à surmonter tout ça. Donc je vous pousse collectivement, je vous incite collectivement à faire en sorte de vous renseigner, de vous informer, pas de vous enfermer, de vous informer, d'informer les autres, de vous réunir et de cultiver vraiment votre intellect sur ce sujet. Parce que comme j'aime à le dire, et je vais conclure sur ça, quand l'abondance laisse place à la pénurie, l'ignorance doit laisser place à la connaissance, sinon quoi ? L'abondance restera un lointain souvenir et la pénurie deviendra la norme. Voilà, merci à tous.